Bénin vers une normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Une mission des services des douanes nigériennes est au Bénin. Cette délégation travaille une semaine durant à préparer le terrain pour l'exploitation du pétrole brut du Niger à travers le territoire du Bénin au thème de la mission. Les modalités de présence permanente des agents des douanes du Niger en terre béninoise pour des opérations de transit vont être établies et soumises aux autorités de chaque pays pour adoption. Ensuite, le professeur Dandy Yamour, élu le vendredi 1er mars 2024 président de la Haute Cour de justice, a officiellement pris fonction. C'était à l'occasion d'une cérémonie de passation de charges qui s'est tenue à Porte-Nouveau au siège de l'institution. Et puis enfin annoncé depuis plusieurs semaines, l'opération répressive des motocyclistes qui circulent sans le casque de protection a effectivement démarré à Djougou, positionné au niveau des différents carrefours stratégiques de la ville. Les éléments de la police républicaine ont pu mettre la main sur les motocyclistes indélicats qui méprisent le code de la route. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Une mission des services des douanes nigériennes est au Bénin. Cette délégation travaille une semaine durant à préparer le terrain pour l'exploitation du pétrole brut du Niger à travers le territoire du Bénin. Au thème de la mission, les modalités de présence permanente des agents des douanes du Niger, bien entendu, pour ces opérations de transit vont être établies et soumises aux autorités de chaque pays pour adoption. Voici le compte rendu de la première séance de travail tenue ce lundi à la direction des généraux des douanes du Bénin avec William Cliquant. À la demande des autorités douanières du Niger, cette mission de 5 jours auprès des responsables de la douane béninoise se tient exclusivement dans le cadre de l'opérationnalisation du transport du pétrole brut nigérien par le territoire du Bénin. La mission vise à explorer, avec les services techniques nationaux, les contours juridiques et matériels de cette ambition. Ceci, quelques heures seulement après la mise en service du méga-oléoduc reliant le Niger et le Bénin. Il y a eu un comité qui a été fait avec les autres officiers, avec l'équipe WAPO, sous la présidence du colonel Issa Idrissou. Et on a travaillé et on attendait les douanes nigériennes pour l'aboutissement de tout ce travail qu'on a fait et pour l'harmonisation de nos procédures afin que ce projet soit effectif et que l'opérationnalisation de ces activités dans le cadre du projet Pipeline WAPO soit effective ici au site Sémé. Les conclusions vont permettre d'assurer une présence permanente des agents des douanes du Niger sur le territoire béninois dans le but de délivrer les documents d'exportation de l'hydrocarbure. La délégation de la mission nigérienne est composée des responsables douaniers, des agents de la société chargée de l'exportation du pétrole brut et de certains responsables de la représentation diplomatique à Cotonou. Cette phase est d'une importance hautement stratégique aussi bien pour le Niger que pour le Bénin, qui est le pays de départ des exportations. Je veux dire combien nos administrations douanières gagneraient en créant une synergie d'action afin de parvenir à des opérations de transit et d'exportation du pétrole brut pour les meilleures conditions, conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels nos deux pays ont adhéré. Nous savons que nos autorités au plus haut niveau tiennent à ce que ces opérations d'exportation se fassent en bon ordre. C'est pourquoi je me permets le devoir de vous rassurer que toutes les options seront étudiées afin de parvenir à un résultat à la hauteur des attentes. Dans le cadre de cette mission, une visite sur le site de Sémé et des rencontres avec les intervenants sur la plateforme d'exportation sont prévues. Le professeur Dandy Yamour, élu le vendredi 1er mars 2024 président de la Haute Cour de justice, a officiellement pris fonction. C'était à l'occasion d'une cérémonie de passation de charges qui s'est déroulée à Porte-Nouveau, au siège de l'institution. Voici les images. Dandy Yamour, nouvelle présidente de la Haute Cour de justice, prend ainsi les rênes de l'institution des mains de son prédécesseur Cécile Marie-Josée de Dravos-Zinzinoui. La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres de son gouvernement en cas de manquement à leurs devoirs.
Madame la Présidente de la Haute Cour de justice, je voudrais vous exprimer ici solennellement toutes mes félicitations pour votre brillante élection à la tête de la Haute Cour de justice. L'unanimité faite autour de votre personne ne traduit que trop cette renommée qui fait de vous une femme méritante et pétrie d'expérience, capable de relever maints défis dans le plus grand calme, la plus grande sérénité, le tout n'excluant point la fermeté quand les circonstances l'exigent. Dandy Nyamou a pris la mesure de la mission qu'il attend à la Haute Cour de justice, une institution qui malheureusement, depuis 34 ans qu'elle existe, n'a jamais eu du grain à moudre. La faute aux tests qui la gouvernent et qui rendent impossible son opérationnalisation. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais, avec l'ensemble des juges, questionner sans complexe notre place dans l'environnement institutionnel, notre capacité à rendre possible la fin du règne de l'impunité ou, à tout le moins, du sentiment d'impunité des plus hauts responsables de notre pays. Je sollicite pour cela le soutien de l'Assemblée nationale pour que le credo de chacun des députés et particulièrement du président de l'Assemblée nationale ici présent pour la lutte contre l'impunité soit une réalité. C'est à l'Assemblée nationale que revient la mise en mouvement de l'action publique. C'est à l'Assemblée nationale qui revient le droit de poursuite. C'est elle qui autorise la mise en accusation. Et c'est encore elle qui peut porter et valider les réformes au sein de la Haute Cour de justice. Sans eux, sans vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons rien. À noter que la Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Dans quelques jours, le monde va célébrer le 8 mars, mais avant, Canal 3 vous propose un reportage sur la problématique des femmes ou de mères célibataires. Elles sont jugées à tort ou à raison, par choix ou par obligation. Bon nombre de femmes se retrouvent seules à élever leur progéniture. Elles sont appelées femmes ou mères célibataires. Un statut et une place qu'elles assument de plus en plus aujourd'hui, malgré les préjugés. Et derrière ces histoires se cachent assez souvent des hommes dont la responsabilité est établie. Je vous invite à suivre un extrait du magazine réalisé par Esther Toufa, Jules Tchou. Être mère célibataire est devenu un phénomène qui prend de l'ampleur depuis quelques années. Pour certaines, c'est un choix de vie. La vie de couple n'est pas pour moi, confie-t-elle. Cependant, plusieurs se retrouvent involontairement dans cette situation. Je suis tombée enceinte. Bon, il ne m'a pas laissée, il a pris soin de moi. C'est ça ce que j'ai mis mon enfant au monde. Un jour, il était chez nous, il faisait vidéo avec la fille. Quand il a fini de faire la vidéo, il a distribué ça, il a posté ça sur son statut WhatsApp. C'est là sa première femme a vu, il a dit « Ah, telle personne, donc, c'est une décision ferme, tu as pris sur ça ce que tu as loué pour la fille, tu as embelli sa chambre comme ça et tu as posté ça. Donc, tout le monde connaît déjà la fille que c'est ta deuxième femme. » J'ai fait mon enfant quand j'étais sur les bancs. J'étais en classe de 4e, ma transition de 4e à 3e. J'ai eu un bébé. Et donc, il fallait continuer l'école. Et sans me mettre en couple, bien sûr, parce que c'était, comme j'avais l'habitude de le dire dans le temps, c'était un accident. Ce que j'ai découvert après, que ça ne l'était pas. Parce que mon fils aujourd'hui, c'est, je vais dire, c'est la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée dans ma vie. Et donc, les années qui ont suivi, je n'avais pas le temps de me consacrer à la vie de couple, en fait. Il fallait que j'aille à l'école. Bon, il fallait que j'aille au cours
Voilà. Et en même temps, il fallait que je fasse des jobs qui vont m'aider à nourrir mon fils. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on choisit en fait. Fille facile, incapable de rester dans un foyer. C'est l'étiquette que la société colle souvent à ces femmes qui, toutes seules, s'occupent de leur progéniture. Aucune disposition juridique n'est spécialement mise en place pour protéger les mères célibataires au Bénin. Toutefois, obligation est faite à tout père démissionnaire de subvenir aux besoins de leurs enfants qui vivent avec les mamans. Lorsque l'un des parents est défaillant et que toutes les tentatives de l'amener à prendre ses responsabilités par une voie amiable s'avèrent inefficaces, vaines, on peut saisir les juridictions, on peut notamment saisir la juridiction qui est compétente pour fixer une pension alimentaire et prononcer une décision de condamnation au paiement de cette pension alimentaire et avec des voies d'exécution qui seront facilitées notamment par le fait que la personne est un agent de l'État. Donc on pourra faire un prélèvement à la source ou peut-être rendu un peu plus difficile parce que c'est quelqu'un qui est du secteur privé ou quelqu'un qui est un agriculteur. En Afrique et surtout au Bénin, la famille est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Mais avec la modernisation qui s'est incrustée dans tous les compartiments de la société, la famille normale tend aujourd'hui à disparaître, laissant place aux familles monoparentales. Mais quelle est l'éducation réservée aux enfants dans ce type de famille? La question reste posée. Annoncée depuis plusieurs semaines, l'opération répressive des motocyclistes qui circulent sans le casque de protection a effectivement démarré à Djougou, positionné au niveau des différents carrefours stratégiques de la ville. Les éléments de la police républicaine ont pu mettre la main sur les motocyclistes indélicats qui méprisent le code de la route. Cette phase répressive est conduite de main de maître par le commissaire-major de la police Alao Ganirou Adjiba, commissaire central de la ville de Djougou. Alassane Ronan, Abdou Sabir Idrissou pour les images. Prévu pour le 1er mars sur toute l'étendue du territoire national, c'est ce lundi qu'a démarré la répression sur les infractions du code de la route à Djougou. Déjà à 9h, on pouvait constater la présence des éléments de la police républicaine aux différents carrefours stratégiques de la ville. Après plusieurs mois de sensibilisation de la direction, on est actuellement à la phase répressive. La phase de répression est accompagnée également de la sensibilisation. Nous les sensibilisons que non seulement le conducteur doit être porteur de casque, mais aussi et surtout la personne remorquée. Pourquoi? Parce qu'en cas de survenance d'un accident de la circulation, le seul casque là ne pourra pas secourir toutes les personnes qui sont à bord de la moto. Quand les usagers ne sont pas porteurs de casque, il y a beaucoup de cas de traumatisme crânien quand vous allez dans les centres hospitaliers de nos jours. Voilà ce pourquoi le gouvernement, à travers la direction générale de la police républicaine, a pris la décision de pouvoir obliger les citoyens, nos concitoyens, à porter le casque afin de réduire un tant soit peu les risques de traumatisme crânien. Pour cette première journée de verbalisation, plusieurs motocyclistes indélicats sont tombés dans les mailles de la police républicaine. Parmi eux, ces jeunes en provenance du Nigeria. On vient du Nigeria. Bon, alors on n'est pas informé, on ne savait pas qu'on porte. Celui que tu remarques, il doit avoir casque. C'est difficile parce qu'on n'avait pas gardé l'argent en venant. Bon, on est venu tomber dedans. On nous a arrêté, problème des casques. Nous qui conduisons les motos, on est porté des casques. Et ceux qu'on a remorqués, ils n'en ont pas. Donc ça coûte et on nous a arrêtés. On ne savait pas que les gens qu'on a remorqués là, ils doivent porter des casques. Au niveau des conducteurs de véhicules, il est procédé à la vérification systématique de la conformité des pièces. Au cours de cette mission républicaine, un point d'honneur est mis sur les règles d'éthique et de déontologie. Au niveau des conducteurs de véhicules, on contrôle, je dirais, la conformité de leurs pièces. Il y a la taxe sur les véhicules à moteur, TVM, il y a l'assurance, il y a la visite technique. Mais c'est principalement axé sur
le non-port de casque, l'opération d'aujourd'hui. Il y a toujours des officiers qui conduisent les opérations pour éviter non seulement les cas de rançonnement, mais de surcroît pour essayer de recadrer certains de nos éléments peut-être qui vont se permettre des cas d'excès de zèle, on ne sait jamais. Il y a un lien qui est prévu pour les usagers interpellés et à travers ce lien, ils peuvent payer directement au trésor. Le commissaire central de la ville de Djougou, qui dirige cette opération de main de maître, appelle les usagers de la route à se conformer à la réglementation qui exige le port obligatoire de casque, qui réduirait considérablement le risque de traumatisme en cas d'accident. Donc, ce que nous faisons, c'est pour votre intérêt, c'est pour la sécurité. Donc, vous êtes déjà en infraction, vous allez devoir votre... Vous avez compris? Et puis dans le département de Lomé, la police républicaine a opté également pour une nouvelle sensibilisation en ce qui concerne le non-port de casque par les passagers de moto. Par contre, les autres infractions routières ont été sanctionnées comme d'habitude après plusieurs opérations menées sur le terrain. Le directeur départemental de la police républicaine a fait le bilan des tout premiers jours de cette opération. On l'écoute dans cet extrait. Nous avons lancé l'opération tant annoncée pour le 1er mars. Nous avons fait ça le matin, nous avons répété le même exercice le soir. Pour les motocyclistes qui prennent des clients derrière, nous avons descendu systématiquement les clients qui sont derrière, qui n'ont pas porté de casque. Et nous leur avons rappelé que l'infraction venait d'une contravention qui vont commencer par payer incessamment. Ça, c'est pour leur donner un délai de grâce, pour leur montrer que nous sommes quand même à l'écoute de la population, pour donner le temps à ceux qui ne se sont pas encore procurés les casques de s'en procurer. Donc nous avons vu que beaucoup se sont déjà procurés les casques et ils portent ça derrière les motos. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qui n'ont pas encore les casques. Donc nous exhortons les parents d'élèves à procurer les casques pour les enfants, car c'est le bénin de demain. Les autres infractions liées au code de la route, telles que les surcharges, les non-ports de casque par le conducteur de moto, l'essence interdite, le non-respect des feux tricolores, le non-respect des couleurs de circulation ont été réprimés et les motos ont été retirés de la circulation pour que les gens aillent payer les contraventions afin de retirer leurs motos. Donc globalement, l'opération a démarré effectivement et va se poursuivre dans la durée. Si les gens, on les prend, ils payent la contravention. Quand on va les prendre N fois, ils vont payer N contraventions. Et ça va leur permettre de rentrer dans les rangs. Maintenant, nous allons renvoyer les gens au test et même au cas à les lire pour voir que si on prend quelqu'un qui est en cas de récidive, qu'est-ce que la personne encourt. Ils vont comprendre. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, nous invitons la population à avoir un comportement citoyen et pour respecter les règles de la circulation routière pour que nos routes soient sécurisées. Quand on sort, chacun va aller et revenir tranquillement dans la paix. Reconnaissables dans leur tenue jaune, les conducteurs de taxi moto traditionnellement appelés émigrants, sont des acteurs incontournables du secteur du transport des personnes et des biens à Cotonou, mais ailleurs également. Au-delà de ce rôle qu'on leur connaît, ces hommes en jaune font parfois office de confidents circonstanciels, le passager ouvrant une discussion sur des sujets touchant leur vie privée, des problèmes de couple aux problèmes de santé. Les deux parties échangent surtout sans réserve. L'une de nos équipes s'est intéressée à ce phénomène. Voici les images avec Hugues Vingbe, Moufid Sabouran. À Cotonou et même dans les autres villes du Bénin, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur dans la circulation routière, la tenue de discussions actives entre les conducteurs de taxi-moto et leurs clients. Sans complexe, ces derniers se livrent à leurs confidents occasionnels en espérant en retour des conseils. Par rapport à Zem avec son client, souvent là, les clients racontent leurs problèmes à Zem. Ce que Zem a comme conseil chez moi, nous on donne. Tu veux prendre un client par exemple maintenant, tu veux prendre une femme maintenant. Et il peut dire, ce que lui avec sa mari fait à la maison, s'il a un problème avec sa mari, il peut te dire. Maintenant, toi Zem, si tu dois lui donner un conseil, fais ceci avec ta mari et tu vas régler le problème. Mais des Indiens, sous ton copain, ton synchrodé, certaines clientes nous parlent de problèmes qu'elles ont avec leur mari et nous demandent ce qu'il faut faire. Il en est de même pour les hommes. Ce sont des femmes qui évoquent souvent les problèmes de couple. Quand ils se confient à moi,
Moi, je leur parle de Dieu parce que rien n'est au-dessus de Dieu dans ce monde. Cependant, ils sont nombreux à ne pas être adeptes de cette pratique qui accourt même au-delà des limites de la ville de Cotonou. Moi, je n'ai aucun problème de couple à raconter à un étudiant. Peut-être les difficultés liées à mon commerce. Pourquoi vais-je me confier à un étudiant? Quelle solution a-t-il à me donner? Mon problème ne me concerne pas. J'ai des frères à qui faire des confidences. En dehors des conseils prodigués, l'acte consistant à se confier à son étudiant présente quelques inconvénients. Surfant sur la brèche qui leur est ouverte, certains conducteurs de taxi-moto profitent de la situation. Ils n'hésitent pas à faire des avances à leurs passagères, notamment à celles qui sont désespérées ou en quête de consolation. Aussi, cette relation qui se crée momentanément entre les deux parties en pleine circulation présente-t-elle un risque sur le plan sécuritaire? Les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent pas garder leur bouche. Quand tu parles de ton problème de couple à un homme, il te dira que ton mari n'a pas raison. Quand tu discutes avec ton client, tu es obligé de réduire la vitesse pour ne pas faire un accident. Tu ne peux plus filer et lui aussi ne peut plus te demander de filer. Si faire des confidences à son étudiant permet d'alléger le poids d'un problème que l'on vit et de recueillir des approches de solutions, cette pratique ne fait toutefois pas l'unanimité. Les Cotonois sont divisés sur le sujet. Puis dans la suite de cette édition, dans le but de renforcer l'efficacité et améliorer la santé des populations grâce à la synergie des médecines traditionnelles et modernes, les tradithérapeutes se sont réunis pour échanger et partager des savoirs et savoir-faire de la médecine traditionnelle. La rencontre a eu lieu au musée de la Feuille du Feu Philbert Kossi-Dosuyovo à Porte-Novo à l'initiative du docteur Omer Dosuyovo, président de l'association de défense et d'exploitation de la tradition pour la santé des populations démunies. Le point de la rencontre dans ce reportage. Au cœur de cette rencontre, des tradithérapeutes ici au musée de la Feuille du Feu Philbert Kossi-Dosuyovo à Porto-Novo, la question de la complémentarité entre la médecine conventionnelle et celle traditionnelle. Longtemps accusée d'être dépourvue de règles, la médecine traditionnelle a pourtant fait ses preuves à travers les époques et reste aujourd'hui le premier recours sanitaire des populations en cas de maladie. C'est au regard de ce constat que l'Association de défense et d'exploitation de la tradition pour la santé des populations démunies du Dr Omer Dosuyovo a initié cette rencontre d'échange afin de consolider l'efficacité et la complémentarité de ces deux ordres de médecine. Pour nous, il s'agit de faire en sorte que les tradithérapeutes qui sont détenteurs de savoirs endogènes et qui fabriquent beaucoup de produits, beaucoup de médicaments pour les patients, puissent travailler avec les médecins afin qu'on puisse savoir effectivement qu'eux-mêmes peuvent avoir la preuve du traitement qu'ils font. Parce qu'un patient qui se présente à eux et qui a des problèmes, nous pensons qu'il faut qu'ils essaient de travailler avec les agents de santé qui sont dans leur localité afin que les diagnostics soient posés correctement et que les bons produits soient administrés. Après des communications relatives aux avantages de la collaboration entre la médecine moderne et celle traditionnelle, les acteurs de cette filière ont adressé un plaidoyer à l'endroit du ministre de la Santé et du chef de l'État. Nous faisons ce plaidoyer à l'endroit du ministère de la Santé pour que les tests de toxicité qui sont exigés et qui doivent être exigés à tous les produits traditionnels, que ces tests soient vraiment subventionnés, sinon devenus gratuits, afin que les médicaments que les gens utilisent, parce que 80% des populations, de nos populations, d'après l'OMS, vont d'abord auprès des guérisseurs traditionnels avant d'aller à l'hôpital. Et donc, ces 80%, il faut qu'ils soient sûrs
de ce qu'ils prennent. Il faut que les médicaments, les produits qu'ils prennent au niveau des guérisseurs soient des médicaments sûrs. Et il est de notoriété publique qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus évoluer sans la médecine traditionnelle. D'où la complémentarité initiée par notre père Philbert Kossi Dossou-Yovo à Porto-Novo ici. Je voudrais renforcer le plaidoyer de mon frère, le docteur Omer Dossou-Yovo, en invitant effectivement les pouvoirs publics à jeter un regard bienveillant sur notre médecine traditionnelle, ne serait-ce que pour nous amener à réussir à faire les tests élémentaires de toxicité, de screening pour les médicaments traditionnels améliorés que nous faisons. À partir de cette rencontre, les participants espèrent fortement qu'un nouveau partenariat naisse entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne pour le bien-être des populations. Pour avoir une bonne collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, il faut qu'il y ait l'amour entre les deux structures et la foi. Nous devons croire en ce que nous faisons pour avancer. Et il faut que le médecin traditionnel se joigne aux médecins modernes pour que la population béninoise se sente à l'aise. Cette rencontre a été clôturée par la visite du musée de la feuille du feu Philbert Kossi Dossou-Yovo où sont exposés des produits de la médecine traditionnelle. Et pour finir cette édition, l'athlète béninoise Noélie Yarigo entre dans l'histoire de l'athlétisme béninois en devenant la première à décrocher une médaille mondiale pour le Bénin. Elle a porté un triomphe de par sa performance sur le drapeau béninois au championnat du monde d'athlétisme en salle Glasgow 2024. Ceci en terminant troisième à l'issue de la finale des 800 mètres qui s'est déroulée dans la nuit de ce dimanche en Écosse. Voici les détails. C'est une première médaille mondiale pour l'athlétisme béninois. Et c'est un chef-d'œuvre de Noélie Yarigo qui participe aux compétitions depuis environ 20 ans. Si elle s'est qualifiée pour la finale des 800 mètres des championnats du monde d'athlétisme en salle, après plus de 8 ans d'espérance et de dur labeur, la guéparde de la Pandjari a décroché à cette étape la médaille de bronze face à 5 redoutables adversaires. Elle a su user de l'énergie de toutes ces années de persévérance et de travail acharné pour terminer à la 3e place et donc médaille de bronze. Ceci avec un timing de 2 minutes 3 secondes 15 TS. Elle offre ainsi, grâce à cette performance, la première médaille mondiale à l'athlétisme béninois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien, à très bientôt. Retrouvez-moi demain dès qu'il sonnera 13h.